bien, j'espère. Donc, nous avons voulu avec Patrick, non pas un webinaire format un petit peu classique, mais nous vous avons souhaité vous rendre acteur de ce webinaire. Pour ce faire, vous aurez besoin par contre d'un certain matériel autour de vous dans la mesure du possible, ce qui veut dire feuille de papier et crayon ou de quoi écrire, feutre, stylo, ce que vous trouvez. Je vous laisse un petit moment, hein, une petite minute pour vous organiser. Alors attention, ça sera important pour la suite de la démarche que je vais vous expliquer. Donc vraiment, regardez pour vous, papier. Je vous rappelle aussi que pour la mémorisation, le fait d'écrire et d'utiliser la main est plus agréable que le fait d'écrire avec l'ordinateur. Donc, crayon et papier. Est-ce que c'est à peu près OK pour tout le monde? Ensuite de ça, nous vous remercions. Alors là, on va vous donner, hein, on a vraiment préparé ça avec Patrick, de prendre votre feuille en... Ah, là, ça, c'est ma gauche et ma droite. Patrick, c'est paysage. Voilà, en paysage, donc pas en portrait. Et vous faites 3 colonnes. Donc, vous découpez votre feuille en 3 colonnes. Comme cela. Dans la première colonne, vous écrivez réflexion. Dans la deuxième, élément que vous prenez avec vous. Et dans la troisième, question à débattre. Je répète, première colonne, réflexion. Deuxième colonne, éléments que vous prenez avec vous. Troisième colonne, question à débattre. La suite, c'est que nous avons décidé de poser et de travailler sur 5 questions. À chaque fois que nous allons vous présenter la question, il y aura 1 minute pour poser votre réflexion. Ensuite de cela, Patrick ou moi-même interviendrons. La troisième colonne, vous l'aurez compris, c'est questions à débattre. Si vous avez des questions, eh bien dans votre troisième colonne, vous pourrez le marquer. Mais on vous demande vraiment un petit peu de garder une trace sur la réflexion qui est en lien avec les questions. Les éléments que vous prendrez pour vous, ben, c'est peut-être pendant nos échanges, vous aurez cette deuxième colonne. Et la troisième question sont plutôt la troisième colonne, pardon, les questions que vous souhaitez débattre ensuite de la présentation. Patrick, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça me semble très, très bien. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, vous voyez, on vous met tout de suite à l'œuvre, hein, on bosse. Voilà, nous, on a préparé, mais on vous fait un petit peu travailler. OK. Alors, on a malheureusement un petit problème de partage d'écran, donc on va devoir à chaque fois dire à Alexandre, donc tu peux juste avancer d'un slide. Voilà. Je ne vous dis pas plus que cela. Nous avons 1 minute pour réfléchir dans cette première colonne. Former par compétence, ça signifie quoi pour vous? Une petite minute de réflexion. Perret dit, dans la formation initiale à la formation continue, des stratégies RH au marché du travail et aux politiques de l'emploi, il n'est pas un seul domaine où le terme de compétence ne soit mobilisé.
Mais en fin de compte, la compétence, eh bien, c'est quoi? La compétence est un mariage de plusieurs éléments. Il y a d'abord le savoir cognitif, le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Le tout, par contre, est intégré dans un contexte ou une situation déterminée qui peut être professionnelle, associative ou même privée. Attention aussi, Guy Le Boterf met en évidence quelque chose de très important. Nous pouvons avoir des compétences mais cela ne signifie pas que je saurai agir avec compétence dans une situation donnée. Et en fin de compte, ceci, eh bien, tourne autour de l'histoire, du transfert. Patrick, je te passe la main. Peut-être pour compléter juste cette première question initiale, hein, qui est liée à la thématique de notre webinaire, je trouve très intéressant parce que je pense que entre nous, nous n'avons peut-être pas forcément la même définition de la compétence. Il y a des approches très différentes et même si entre nous, nous sommes des formateurs, des pédagogues et donc on a des références communes, il y a déjà des façons différentes de voir la compétence. Et ceci est d'autant plus vrai aujourd'hui avec des profils différents qui arrivent, avec des profils managériaux, avec des profils RH, qui questionnent la définition même de la compétence. Et je dirais que il est essentiel pour moi vraiment, dans un premier temps, de définir hein, cette compétence. Et puis deuxième élément que je compléterai par rapport à ce que dit Sandra, c'est que ça semble être une évidence. Tout le monde va vous dire que nous formons par compétence, et certainement qu'en tant que formateur ou responsable de formation, vous vous rendez compte que dans la pratique, c'est pas toujours ça qu'on attend de nous. Vous avez des conceptions de la formation qui sont très différentes, et entre ce qui est déclaré, c'est-à-dire que nous, on veut de la formation qui développe des compétences, et les ressources allouées, le temps alloué ou les intentions cachées, vous avez souvent des différences. Pour ma part, je vois aujourd'hui de plus en plus l'idée que la formation, elle n'est pas tellement là pour développer des compétences, mais pour transmettre une culture. Et donc, c'est une intention différente. Et je pense que le formateur ou le responsable de formation, dans un premier temps, se doit de bien clarifier ce paradigme. Est-ce qu'on est vraiment dans du développement de compétences ou est-ce qu'il y a des intentions cachées comme une formation qui serait là pour s'assurer ou homogénéiser des pratiques, transmettre une culture, ce qui pour moi est un peu différent. Donc c'est le vrai enjeu. Est-on vraiment aujourd'hui dans former des compétences? On va peut-être passer, et on reviendra hein, sur cette notion et surtout après les échanges que nous aurons ensemble. On va peut-être passer à la deuxième question. Alexandre, si j'ose vous demander. Avec une question que volontairement, hein, on a voulu un peu provocante avec Sandra. Dans le fond, on fait un webinaire aujourd'hui sur former des compétences, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Et là aussi, on vous laisse un petit moment pour réfléchir. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de nouveau, ce développement de compétences? Alors, de mon côté, si on me pose cette question, je réponds évidemment que non. En termes de littérature scientifique, le discours sur le développement des compétences dans le monde anglo-saxon date des années 1970-80 avec des auteurs comme Argyris, Schoen, tout ce courant de la pratique réflexive qui apparaît dans ces années-là. Euh, Sandra a évoqué le Boterf, enfin, on est plutôt dans les années 80-90 en Suisse ou dans le monde francophone avec cette notion de développement des compétences. Donc, rien de nouveau, semble-t-il, à travers ce webinaire qu'on propose aujourd'hui. Je dirais toutefois que, et puis c'est un peu la thèse que j'aimerais défendre dans ce webinaire, c'est que je pense qu'on a effectivement une intention, et je l'ai dit avant, je ne suis pas toujours sûr qu'elle soit partagée, notre intention de développer des compétences. Et je pense qu'en termes de pédagogie, on n'a pas été au bout de la logique des compétences. Ça veut dire on est encore dans une pédagogie plutôt traditionnelle
conventionnel, plutôt standard, qui n'est pas vraiment en raccord avec notre intention qui est de développer des compétences. Un élément tout simple qui peut être constaté, c'est que si vous allez sur des descriptifs de cours de centres de formation divers, là, vous allez constater que très souvent, dans les descriptifs de cours, les objectifs restent très liés à des objectifs cognitifs et très liés à des savoirs. Il y a parfois des éléments de capacité, mais ce n'est pas vraiment ça qui est encore mis en évidence. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une obligation d'aller vers cette réflexion sur les compétences pour deux raisons clés à mes yeux. D'abord, c'est que vous avez de plus en plus le besoin d'un retour sur investissement et de la nécessité de démontrer la plus-value des formations. En tant que directeur de centre de formation, de plus en plus, j'ai des partenaires qui me disent, mais montrez-nous que votre formation a un impact sur le terrain, montrez-nous la plus-value de la formation. Nous, on a besoin, dans l'investissement qu'on a mis de 2 jours, 3 jours, qu'il y ait après des changements pratiques. Donc cette pression-là, aujourd'hui, elle est de plus en plus forte et donc la pédagogie doit s'assurer d'un changement de pratique et donc d'un développement de compétences. Et puis l'autre élément qui, pour moi, rend cette nécessité d'une pédagogie beaucoup plus orientée compétences nécessaire, c'est aujourd'hui l'arrivée de l'IA qui va effectivement bouleverser les rôles des formateurs, j'y reviendrai certainement plus loin, et qui fait que la formation ne peut plus se limiter à une prise de connaissances, à une acquisition de savoir, mais devra vraiment se transformer vers une pédagogie orientée compétences. Donc, pas un discours neuf, mais à mes yeux, une pédagogie qui doit poursuivre cet effort, aller beaucoup plus loin dans le développement des compétences. Alors moi, j'ai un petit peu provoqué Patrick, qui nous parle du centre de compétences, qui prône un retour sur investissement vers ses mandants. Mais quid des formateurs qui font de la formation catalogue? Que se passe-t-il pour eux? Parce que quand un centre nous approche, eh bien, souvent, il va nous dire, faites-nous un descriptif de votre cours et surtout, mettez en avant le savoir et le savoir-faire. Donc, vraiment nouveau? Ben non, Patrick, c'est pas vraiment nouveau, mais à quelque part, eh bien, on reste quand même un petit peu dans ces chemins qui nous poussent à lister les savoirs et les savoir-faire, ou peut-être même les savoir-être que nous devrons développer dans des cours un peu catalogues. Et puis, eh bien, n'oublions pas non plus que très souvent, les entreprises vont feuilleter ces catalogues que nous mettons à disposition de tout un chacun. Donc, il est vrai qu'à quelque part, nous souhaitons peut-être former par compétence, mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à le faire et est-ce que c'est vraiment nouveau? Je ne sais pas. Par contre, ce que je constate avec les formateurs, puisque j'ai quand même de la chance d'intervenir dans les modules du FFA, eh bien, c'est que très souvent, nous sommes, comme nous avons été aussi formés, dans cette phase de passage où beaucoup de questions sont soulevées par rapport à ça. Et puis, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va changer? Mais disons-le aussi qu'il y a peut-être un avantage pour nous, c'est que maintenant, ce qui est vraiment nouveau, c'est les outils numériques. Et peut-être que ces outils numériques, en lien avec des cours catalogues, pourront nous aider à développer vraiment le travail que souhaitent les centres de formation, ce qui veut dire des formations compétences. On peut passer à la prochaine. Provoquer. Est-ce que c'est provoquer que former par compétence? Nous vous laissons 1 minute pour réfléchir à cette question. Par cette question, avec Patrick, on voulait provoquer, bousculer un peu les formateurs qui, disons-le nous, soyons francs, on se dit souvent, non mais c'est bon, moi je forme par compétence.
est-ce que je suis vraiment sûre de toujours former par compétence? Je me pose vraiment la question. Nous formons depuis la nuit des temps, c'est clair. La pédagogie, à l'époque, reposait souvent sur la transmission, qu'elle soit orale, écrite ou pratique du formateur, face à ses apprenants. On l'a tous connu. Au programme, on accumulait des savoirs, mais ces savoirs toujours sous forme de silo. On se concentrait plutôt sur le contenu que peut-être le contenant. Nos croyances, eh bien, c'était ce cloisonnement peut-être entre les savoirs, le formateur tout-puissant et la matière à transmettre. Actuellement, on voit quand même un changement, un très gros changement, qui est en lien avec ce que disait Patrick avant, l'intelligence artificielle, les entreprises qui veulent vraiment investir, mais aussi avoir un retour sur l'investissement. Et puis, par contre, un danger pour nous, eh bien, c'est que ce passage de travailler par compétences engage aussi de nouveaux soft skills qui avant peut-être étaient parfois un peu laissés de côté. Je représente très souvent ça comme un vase. Mon vase est rempli de contenu et le contenant sont mes participants et ses soft skills. Et il est vrai que former par compétence, eh bien, c'est parfois difficile parce que on reste ou on est obligé de rester dans ce silo et dans le contenu et non pas dans le contenu. À nouveau, intelligence artificielle qui arrive, est-ce que celle-ci nous permettra de mettre plus en avant ce retour sur investissement, d'éviter le court catalogue qui reprend uniquement des savoirs? Je pense que nous devons sortir du marasme des années passées et surtout de la nuit des temps où nous formions, où nous transmettions. Ce monde-là est peut-être révolu, mais comment y arriver? Là, tout est la question. Patrick? Oui, je vais rebondir sur ce que, ce que vous disiez, Sandra. Ça veut dire que je pense qu'effectivement, l'intention est commune, c'est-à-dire qu'on veut ce développement de compétences, mais je suis persuadé pour ma part qu'on ne met pas la même chose derrière les mêmes mots. Je vais vous donner quelques exemples. C'est que, arrivant au CP, on m'a effectivement dit, mais ça, on fait déjà. Et pourtant, quand j'ai commencé à parler d'entraînement, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas de la même chose. Si vous voulez entraîner un savoir-faire, l'entraînement d'un savoir-faire, ce n'est pas une mise en application. Or, les formateurs me disaient, mais moi, je fais la théorie, puis après, je fais un exercice. Ils se disaient, bah, donc, je fais de l'entraînement. Ah non, vous faites de la mise en application. Donc, qu'est-ce qu'on entend par entraînement? Qu'est-ce qu'on met derrière l'idée d'un entraînement? Si vous voulez entraîner un savoir-faire, vous devez le faire driller 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous devez augmenter en complexité, vous devez granulariser l'activité. Donc derrière ce mot entraînement, nous ne mettions pas la même chose. De façon identique, sur la réflexivité, quand je parlais d'accompagner la réflexivité, on y reviendra plus tard, on me disait mais ça aussi on le fait. Et en fait, quand on a commencé à échanger, on voyait qu'il y avait une confusion de réflexivité et réflexion. C'est pas parce que j'amène les gens à réfléchir que forcément je vais très loin dans la réflexivité. La réflexivité suppose une structuration. Donc à nouveau, les mêmes mots, mais pas la même réalité derrière. Et il y a eu toute une nécessité, en tout cas au niveau du CP, avec nos formateurs, à déconstruire nos représentations et à créer une représentation commune autour de cette pédagogie qu'on pensait initialement commune. Et donc cette notion de provoquer, pour moi, elle a beaucoup de sens parce qu'elle suppose que les formateurs aient été d'accord d'être ébranlés dans leur certitude de formateurs et de rentrer dans un processus de changement pour dire je vais devoir re-questionner ma pédagogie. Et Sandra l'évoquait avant, c'est effectivement les outils numériques qui nous amènent à ça, mais pour moi, l'outil numérique n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Ce qui est fondamental, c'est le type de pédagogie qui va derrière me faire choisir quel outil je mets en place. Et donc, réamener les formateurs à repenser leur pédagogie, non pas en fonction de l'outil, mais réellement en fonction de l'intention pédagogique, ça, je crois que c'est un grand travail qui est nécessaire pour s'assurer que derrière, on soit dans le développement de compétences. On va pouvoir, Alexandre, passer à la troisième question, qui est justement ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire former par compétences,
c'est amener les participants à prendre conscience, c'est faire prendre conscience. Alors là aussi, je vous invite à prendre une minute pour répondre à cette question. Dans quelle mesure pour vous, former par compétence, c'est faire prendre conscience? Alors effectivement, on connaît bien tous la littérature qui considère que l'acquisition d'une compétence passe par ces 2 aspects essentiels que j'évoquais avant, c'est-à-dire l'entraînement, l'apprentissage, le développement du savoir-faire et la réflexivité. Et les 2 vont de pair. Ça veut dire que, si vous faites un drill de savoir-faire, mais sans réflexivité, la personne sera incapable après de transférer dans d'autres situations. Et si vous ne faites que de la réflexivité, eh bien, la personne n'a pas acquis le savoir-faire. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, la réflexivité est essentielle dans la fonction du formateur. Pourquoi? Parce que à travers la réflexivité, il s'agit surtout de renforcer le sentiment de compétence qu'a la personne en formation. Et donc, si vous arrivez à renforcer le sentiment de compétence de la personne durant la formation, on sait que c'est un critère clé qui va favoriser le transfert derrière. Souvent, on me dit le transfert, ce n'est pas le rôle du formateur, c'est le rôle du cadre et du manager. Non, il y a des conditions dans la formation qui vont favoriser le transfert. Et le renforcement du sentiment de compétence est essentiel. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, une formation avec nos formateurs sur la réflexivité et l'écriture réflexive. Et ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de formateurs mettent en place des outils de réflexifs, mais des outils qui, pour moi, manquent parfois de structuration ou qui, très souvent, n'apparaissent qu'en fin de formation. Ça veut dire qu'il y a une conception que la réflexivité, c'est simplement à la fin de la formation dire qu'est-ce que vous avez appris. Et je crois qu'il faut garder, et je ne fais que lancer les idées ici, il faut garder à l'esprit 2 aspects qui me semblent essentiels. D'abord, premier aspect, comment on joue sur les modalités de réflexive. Ça veut dire autant l'autoréflexion que l'hétéroréflexion. Ça veut dire que dans vos formations, vous devriez pouvoir jouer sur les 2 aspects. Il doit y avoir des temps d'autoréflexion et des temps d'hétéroréflexion. Et deuxième idée qui me semble importante et que je vois apparaître justement avec cette idée que la réflexion apparaîtrait à la fin, c'est que la réflexivité doit être travaillée selon l'étape d'apprentissage. Durant votre séquence, vos personnes en formation passent par différentes étapes d'apprentissage et pour chacune de ces étapes, eh bien, il y a des types de réflexivité différentes. Vous allez commencer par une réflexivité plutôt exploratoire. Ensuite, vous allez être sur des réflexivités plutôt abstraites. Vous pouvez rentrer, du moment que c'est acquis, sur des réflexivités stratégiques. Vous pouvez rentrer à la fin sur des réflexivités critiques. Donc, la réflexivité devrait être construite étape par étape à l'intérieur même de votre séquence de formation. Elle ne doit pas apparaître en fin de formation. Donc, pour moi, la réflexivité va de pair avec le développement de compétences. Moi, j'ai envie de dire, en lien avec cette réflexivité, c'est qu'elle nous permet en fin de compte de replacer vraiment l'apprenant au centre. Là, je suis un peu provocatrice face à des formateurs. C'est clair qu'ils vont me dire, mais l'apprenant est toujours au centre. L'est-il vraiment toujours? Est-ce que parfois nous ne sommes pas uniquement rivés sur le contenu à faire passer en temps de temps, car le temps est parfois l'enjeu qui prime avant le contenant. L'enjeu, non seulement, c'est de pouvoir se dire en lien avec la réflexibilité que je ne peux pas juste accumuler du savoir. Accumuler un savoir, une journée de formation est bien, mais comme le dit si bien Patrice, si je ne mets pas en place de la réflexivité en utilisant différents outils, tels que celui qu'on vous a demandé peut-être aujourd'hui, qui est banal, une feuille de papier, 3 colonnes, eh bien, que vais-je faire?
parce que le syndrome de la page blanche suite à une formation, je pense que nous l'avons tous vécu. Peut-être est-ce que nous n'avions pas eu le temps de réfléchir durant la journée, car qui n'a pas vécu une superbe journée de formation en se disant oh, je vais tout reprendre quand je serai sur ma place de travail, 3-4 jours après, face à sa place de travail, dans un contexte donné, eh bien, il me sera peut-être impossible de reprendre les savoirs que j'ai appris, peut-être justement parce que je n'ai pas eu le temps de réfléchir et d'avoir cette réflexivité qui est importante en tant qu'apprenant. Faire prendre conscience de, peut-être aussi quelque chose que je souhaite avouer là, c'est que quand on pousse cette réflexivité dans nos cours, je la provoque très souvent. Les premiers qui sont surpris sont les formateurs en formation, parce que pas habitués d'avoir un moment de silence pour juste se concentrer sur ce qui vient d'être échangé. On passe à la suite. Là, c'est vrai, on vous laisse réfléchir à là, donc travailler dans la durée, qu'est-ce que c'est que former par compétence? Nous vous laissons réfléchir une minute à cette question. C'est vrai, Patrick le signalait, il travaille dans un centre où les formations courte durée sont annuelles. 1 à 2 jours de formation, de temps en temps un peu plus. Je compare mon expérience qui travaille plutôt dans un centre et qui accompagne les formateurs sur des cursus longue durée, 6 mois, 1 année, parfois même plus pour certains métiers. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, eh bien là, on s'est vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui change dans notre travail au quotidien en tant que formateur quand j'aborde un cursus longue durée et un cursus courte durée? Si j'échange un peu au CIP, donc je prends vraiment un autre exemple avec des formateurs qui interviennent sur des cursus courte durée, eh bien très souvent ils vont me dire oh mais écoute, on a tellement d'objectifs à atteindre, il y a le contenu, il faut en passer, on ne sait pas comment faire, on reste sur le contenu en silo et très souvent on oublie de travailler par compétence parce qu'on va voir le laps de temps très court et donc plus se concentrer sur qu'est-ce que doivent emporter les participants que de se poser la question sur le contenant en fin de compte. Il est vrai que très souvent, eh bien, pour ça que j'appuie avant sur les outils que nous avons à disposition, si on veut un retour eh bien, sur la place de travail, il faut vraiment qu'on soit peut-être, hein, et je reviens sur le cours catalogue qui pose les difficultés, c'est que quand on est en cours catalogue et qu'on a un cursus de courte durée, eh bien, on perd le participant ensuite. Donc, il nous sera difficile hein, de mettre en place une réflexivité en disant bien, eh bien, on se retrouve dans quelques temps pour pouvoir mesurer l'évolution des différentes compétences qui auront pu être acquéries par le participant. Ce qui veut dire aussi que là, peut-être la complexité, tant pour les formateurs que dans les centres de formation, ce qui nous paraissait un peu à mettre en évidence, c'est de se dire qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver aussi des manières de travailler, de collaborer avec les entreprises qui nous demandent des cours de cursus courte durée, de pouvoir utiliser des outils ou des personnes sur les lieux de travail qui nous permettent en fin de compte de mesurer l'évolution des personnes. Sur un cursus longue durée, eh bien, ce que Patrick n'a pas forcément chez eux, mais que nous avons, eh bien, c'est vrai que si je prends l'exemple des horlogers qu'on forme pendant 1 année complète, eh bien, les outils et le travail du formateur eh bien, se déroulera totalement différent. Et on voit que là, on arrive vraiment à travailler par compétence, puisque nous voyons les personnes 1 à 2 fois par semaine et qu'il nous a été beaucoup plus facile de construire la réflexion sur la compétence,
puisque nous les voyons évoluer et évaluer aussi, on peut les évaluer tant dans les connaissances que dans les compétences pratiques que le savoir-être. Donc c'est là aussi, hein, Patrick, je pense qu'il fera des compléments, qu'on voit vraiment la différence selon aussi les cursus qui sont totalement différents et puis la facilité que l'on a quand on est sur quelque chose de longue durée, de pouvoir mieux travailler par compétences. Effectivement, je vais rebondir sur l'aspect de comment développer des compétences dans une formation de courte durée, puisque effectivement au CEP nous avons des cursus formation, mais je pense que Sandra elle a posé le cadre, hein, sur ces aspects plutôt longs de cursus certifiant. Moi, je vais essayer de vous donner quelques pistes sur les aspects courte durée. Il est évident pour moi qu'on ne développe pas une compétence sur une formation de courte durée de 2 jours, 3 jours, voire 4 jours. D'où la centration nécessaire sur les savoir-faire. Ça veut dire que ce que nous avons décidé, en tout cas au CEP, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on puisse renforcer ces savoir-faire, entraîner ces savoir-faire et donc clairement identifier les savoir-faire. Ce qui n'est pas un exercice facile, parce que ça veut dire que vous devez partir d'une compétence et décliner vos compétences en savoir-faire. Et par rapport à ça et à l'exigence qu'on a aujourd'hui de temps, de dire on peut sortir des collaborateurs 2 jours et demi, 3 jours grand maximum. De plus en plus, les clients vont vous demander des formations courtes, hein, modulaires, mais courtes. Eh bien, je crois que c'est là qu'intervient ce que évoquait Sandra avant, c'est-à-dire la nécessité de penser l'hybridation, de penser les temps de formation, de penser l'optimalisation de ces temps de formation. Et vous avez là, en tout cas, le processus qu'on a mis en place au CEP depuis plusieurs années, c'était de dire, on part de, est-ce qu'on a bien l'intention commune de développer des compétences? On réfléchit à notre pédagogie, ça veut dire savoir-faire, réflexivité notamment. Et troisième étape, eh bien maintenant qu'on a bien installé ça, c'est comment on optimalise tout ça à travers une réflexion sur l'hybridation. Alors j'ai vu Raphaël Dubé qui était là aujourd'hui, donc je le salue bien et je me permets de dire que c'est justement dans ce sens-là que Raphaël notamment est venu animer un atelier chez nous sur comment j'amène les gens à réfléchir l'hybridation et en tout cas à commencer à se poser des questions pour sortir d'une modalité très traditionnelle de formation pour aller vers ces aspects d'hybridation. Et si vous êtes sur du développement euh, de compétences ou en tout cas de l'entraînement de savoir-faire, eh bien, les temps sont excessivement courts et vous devez pouvoir dégager les apports scientifiques sur des modalités de e-learning à distance. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. L'hybridation va vous permettre aussi d'espacer beaucoup plus aujourd'hui les journées de formation pour créer ces travaux d'intercession au CEP. On est aujourd'hui de plus en plus sur des formations sur 2 jours, mais qui ne peuvent pas être 2 jours consécutifs, qui doivent être des jours plutôt espacés. Pour ma part, je donne un cours sur le courage managérial. La formation, c'est 2 jours, mais étalée sur 3 mois, avec des travaux d'intercession, des Zooms, du travail à distance, pour qu'il y ait du temps de développement, d'entraînement de savoir-faire. Et je rejoins aussi ce qu'évoquait Sandra, ça veut dire que c'est un gros enjeu aussi, c'est comment s'opère après l'accompagnement sur la place de travail, comment est-ce qu'on favorise le système d'apprenance avec les RH, avec les managers pour qu'ils puissent continuer à aider leurs collaborateurs à s'entraîner sur la place de travail. Mais on n'abordera pas cette dimension d'apprenance aujourd'hui. Euh, mais je pense que l'hybridation est un élément clé dans la réflexion sur la nécessité de la durée pour entraîner des savoir-faire. On peut passer à la dernière question. Euh, en fait, dans le fond, former par compétence, est-ce que c'est vraiment former autrement? Qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre posture de formateur que de former par compétence? Là aussi, quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce que cela change dans votre posture de formateur que de former par compétence?
alors je pense qu'effectivement, cette pédagogie que nous appelons de nos voeux entraîne un changement de posture important chez le formateur. Euh, Au CP, nous avons établi une norme qualité qui s'appelle le 60-30-10. Ça veut dire que nous attendons de nos formateurs que 60% du temps de formation soit du temps d'entraînement, que 30% du temps de formation soit du temps réflexif et que 10% du temps soit du temps apport de savoir scientifique. Donc, quelque part, on a renversé un peu la logique, on a renversé les temps de formation, puisque ce qu'on avait constaté quand nous faisons des supervisions, notamment avec Magali Raymond, qui est là aussi, ben, quand on allait dans les salles, on voyait que les temps de formation étaient inversés. Donc là, vraiment, on a décidé d'aller avec des chronomètres et de calculer le temps que passe chaque formateur sur le temps d'entraînement, sur le temps réflexif et sur le temps d'apport de savoir et de regarder dans quelle mesure ça correspond à ce 70. Et si vous êtes dans le 60-30-10, eh bien, je pense qu'il y a un vrai changement de posture. Ça veut dire que le formateur devient plus un entraîneur de pratique qu'un transmetteur de savoir. Et ça suppose effectivement une posture un peu différente, qui est celle que assurément vous connaissez, mais qui va être beaucoup plus importante dans l'accompagnement de la mise en pratique et des savoir-faire. C'est aussi un rôle de coach réflexif qui est beaucoup plus important. Je pense notamment à cette dimension à distance. Comment est-ce qu'un formateur peut être un coach réflexif à distance? Et ça nécessite un changement assez important. Restera, et puis là j'ouvrirai puisque Sandra l'a évoqué plusieurs fois, restera la question des savoir-être. Il y a certains savoir-être qui, dans les compétences, sont transversales et qui mériteraient aussi d'être travaillés, mais qui demanderaient beaucoup plus de temps que l'on peut faire dans des formations courtes. Et pour l'instant, en tout cas au CEP, on a décidé de se focaliser beaucoup plus sur les savoir-faire que sur les savoir-être. Et puis moi, pour conclure, mais je vais juste ajouter que nous ne devons pas oublier que les entreprises, elles n'achètent pas la théorie. Elles investissent dans un potentiel humain qui s'appelle collaborateur. Ces collaborateurs doivent être capables d'agir de manière efficace. La formation par compétence, eh bien, c'est répondre aussi à ce besoin. Former par compétence, c'est peut-être aussi transformer, comme l'a si bien dit Patrick, un geste, ou bien un savoir en un geste, en décision, en comportement que je vais utiliser ensuite sur ma place de travail. C'est ce qui donne en fin de compte la valeur aux formations que nous donnons. Et n'oubliez pas, peut-être que former par compétence, c'est aussi savoir passer du savoir réciter au savoir agir. Voilà pour ma part. Alexandre, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Tu veux reprendre Merci infiniment, Sandra et Patrick. Je vais laisser la parole à Didier maintenant qu'on passe à la deuxième partie. Voilà, on va essayer de faire un débat qui soit dynamique. Alors, vous êtes 30, donc ça va être un peu un défi de faire dynamique à 30. Ceci dit, je pense que c'est la preuve que ça intéresse tout le monde. Et puis, on va essayer quelque chose, je ne sais pas si ça fonctionne, on verra tout bien, c'est que j'aimerais, avant de vous laisser prendre la parole, de faire un petit sondage, en fait, par rapport à ce que vous avez entendu. Je vous pose 3 questions. Puis, je crois que si vous indiquez lever la main, on devrait le voir. On va faire un test, essayez de faire un test. Si on fait lever la main, on voit à côté. Vous pouvez voir sur aussi si vous faites apparaître les participants, vous verrez toujours qui c'est qui lève la main. Ça nous permettra de voir un petit sondage. Et puis, si on represse dessus, normalement, ça l'a fait s'arrêter aussi. Donc, comme ça, on devrait être bon. Ouais, super. Voilà, donc ce que je propose, c'est pour l'instant faire disparaître vos mains si vous les avez encore. Vous partir à zéro. Je vous pose 3 questions. On va faire l'une après l'autre, hein, mais comme ça fera un petit peu le sondage. Donc, tout d'abord, parmi vous, qui estime, après avoir entendu tout ce que vous avez entendu, que vous êtes en train de réaliser ça? Est-ce que vous formez par compétence? OK.
Donc là, il y a 15 personnes qui ont indiqué qu'elles, 16, 17, ouh, ça vient là, tout à coup. Donc il n'y a pas de honte à avoir. En plus, on n'arrive pas à voir vraiment qui c'est qui l'a fait. Vous en faites pas, hein. Donc là, 19 personnes sur les 30 ont l'impression. Alors, tout le monde n'est pas forcément formateur, hein, mais donc ça signifie quand même qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'impression de former déjà par compétence. Est-ce que vous entendiez tous la même chose par compétence? Ça, peut-être qu'on l'éclaircira après. Voilà, je vous propose de renlever la main. Et puis, deuxième question, c'est en fait, vous formez par compétence, mais est-ce que vous prenez bien soin dans votre plan de formation, dans votre scénario de formation, d'intégrer cette notion de compétence? Qui le fait? Là, on est à 19 personnes aussi. Donc voilà, c'est peut-être les 20. Voilà, c'est environ les mêmes personnes, je pense, hein, qui forment par compétence et qui appliquent dans le scénario la compétence. Et troisième petite question, alors ça prend de l'autre côté. Qui parmi vous a déjà eu une demande de formation formulée par quelqu'un qui veut faire, mais une formation formulée, une demande de formation formulée en compétence? Peut-être ma question n'était pas très claire. Non, ça vient. Voilà. Voilà, donc on voit quand même que là on arrive à 15 personnes. Donc là aussi, on voit que dans la pratique, finalement, c'est 16 maintenant. La notion de compétence est non seulement au niveau des formateurs, mais aussi des personnes qui demandent des formations. Et c'est bien ce que disait Patrick aussi. C'est en tout cas au niveau d'un centre et des centres que vous êtes tous, je pense que vous le réalisez et que vous vivez tous les jours, en fait, où on a des demandes de plus en plus formulées en compétences et surtout peut-être des compétences dans un temps réduit, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Voilà, maintenant on va passer à la phase de questions. Simplement que vu que vous êtes beaucoup, je vais vous essayer de ne pas tous demander si vous avez pris une question par question qui a été posée. Ça nous fait 30 fois 6, on ne va pas y arriver. Donc essayez de poser les questions qui vous intéressent, mais je vais aller donc simplement que ceux qui ont envie de poser une question, pour l'instant déjà, on ferait une première ronde et puis je prendrai les personnes au fur et à mesure. Je vous laisserai poser la question à la personne que vous voulez, si c'est Sandra ou si c'est Patrick. Vous pouvez le poser directement. Je dirai simplement qui pose la question. Donc, ceux qui veulent poser une question peuvent déjà lever la main et puis comme ça, je verrai dans l'ordre qui c'est qui veut poser des questions. Là, tout à coup, il y a moins de mains qui se lèvent, en fait. Vous avez le droit de poser. Voilà. Alors, c'est Nathalie qui a posé une question en premier. Nathalie Rouillet, vas-y, s'il te plaît, tu peux poser ta question. Bonjour à tous, j'étais pas là au début, donc je connais pas très bien le design de cette, séance. Moi, j'ai une question, je vous donne un peu le contexte. Je suis responsable cantonale pour le canton du Valais sur, donc la formation continue des adultes et nous sommes en train de travailler sur une stratégie orientée compétences. Pourquoi? Parce que, on travaille avec les entreprises, un petit peu ce que Sandra a expliqué aussi, hein, sur des projets et on se rend bien compte que les entreprises maintenant, elles gèrent des compétences que ce soit, professionnelles, de sécurité, donc il y a des ERP qui gèrent les compétences, ça déclenche des formations et moi la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on accompagne le formateur pour pouvoir discuter avec l'entreprise, avec les ressources humaines, pour pouvoir aussi, faire de l'ingénierie de formation, je dirais, avec l'entreprise, sans avoir besoin du catalogue. Est-ce que c'est la fin du catalogue du centre de formation? Tu poses la Voilà ma question à qui en question. premier? C'est égal? Ah, c'est égal, j'ai pas Alors, Sandra, Patrick, allez-y. Sandra, si vous... Oui, alors, bonjour Nathalie, hein. salut. Merci de participer. Alors, pour moi, dans l'accompagnement que je fais, j'ai un petit peu transformé, si je peux me permettre, la taxonomie de Bloom en escalier pédagogique. Et puis, ensuite de ça, moi, je leur dis toujours, le verbe est en fin de compte ce qui fait ma musique.
qu'est-ce qui se cache derrière ce verbalisme ou derrière les compétences qui sont données. Ce que je rencontre comme plus grande difficulté, c'est que très souvent, justement, comme je disais, le formateur reste encore beaucoup dans le contenu. Et, mais même dans les entreprises, ils ont des fois de la peine à nous dire, tiens, dans cette compétence-là, on a besoin de voir de l'autonomie, par exemple. Dans cette compétence-là, ce qu'on veut, c'est que la personne sache gérer un groupe ou une discussion. Donc, c'est plutôt dans ces compétences-là où on voit que les personnes ont de la peine à aller s'y retrouver. Hein. C'est toutes ces soft skills. Quand on parle du savoir-faire, tout le monde est très clair sur le savoir-faire. Un opérateur, une personne en communication doit atteindre ceci. Et donc, très souvent encore, il parle beaucoup de compétences. Là, je me joue un peu provocatrice, mais très souvent, il nous livre plutôt des objectifs. Donc, c'est cette difficulté-là, je pense, on reste toujours dans notre silo. Et peut-être, hein, enfin, je ne sais pas, peut-être que Patrick apportera un complément ou d'autres personnes. Hein, c'est la plus grosse difficulté, je trouve. C'est d'apporter les gens et de nous les emmener en nous disant, bien, OK, mais dans une compétence, il y a plusieurs savoirs. Et c'est d'aller vraiment cibler quels sont les savoirs. Ensuite de ça, moi, je vois le travail qu'on fait d'accompagnement avec les formateurs, où maintenant, on est plus dans leur dire, OK, ben là, vous utilisez telle et telle technique d'animation, mais en fin de compte, qu'est-ce que vous observez? Restez tranquille sur votre chaise et observez les personnes travailler en tel. Tiens, là, j'ai fait un Lego, mais qu'est-ce qu'on veut observer? Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette activité? Alors, il y a bien le contenu qu'ils doivent nous livrer, mais en même temps, quelles sont les autres compétences que je vais observer? Et je pense que c'est là tout l'enjeu du travail par compétence aussi, hein, qui se fait en lien avec, c'est bien définir en fin de compte où on veut aller. Et parfois, moi, je pense qu'il y a une différence entre, voilà, tout le monde veut des compétences, mais on voit la difficulté de travailler par compétences. J'ajoute aussi quand même qu'on parle beaucoup maintenant de micro-certification. Hein. C'est ce que cherchent aussi beaucoup les entreprises, qui va nous compliquer peut-être parfois la vie. Qu'est-ce que je valide dans cette micro-certification en lien avec les compétences? Je ne sais pas, Patrick, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou quelqu'un d'autre? Hein? Jean-Pierre a levé Il y a la main. Jean-Pierre qui va encore participer, je pense qu'il veut dire quelque chose après, mais d'abord peut-être Patrick. Voilà, je mettrai juste un complément, j'abonde dans ce que dit Sandra. Mon expérience me montre qu'il y a peut-être une question préalable qu'on doit poser quand on est devant un client, et c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de sensibilisation? Est-ce qu'on parle d'information ou est-ce qu'on parle de formation? Et je crois que ce cadre-là, il est nécessaire parce que derrière, c'est qu'est-ce qu'on vise. Et donc, pour mes responsables de formation, il s'agissait au début de ne pas faire de promesses inutiles en disant, ben, dans tout ce que vous me demandez, vu le temps que vous me donnez à disposition, je ne pourrai faire que de la sensibilisation. Et donc, il faut être conscient que ça veut dire qu'une sensibilisation, et c'est tout à fait louable de faire de la sensibilisation, et il y a des façons particulières de faire une sensibilisation efficace, il y a une façon particulière de faire de l'information efficace, et il y a une façon particulière de faire de la formation efficace. Donc, je pense que avant même de rentrer, ce qu'évoquait Sandra a raison, c'est-à-dire quelles compétences, quel savoir-faire, je pense qu'il faut rentrer déjà sur ces grandes catégories pour s'assurer qu'on est bien raccord, parce que mon expérience me fait dire que souvent, les clients nous en demandent beaucoup avec peu de temps. Et donc, la promesse qu'on doit leur faire, c'est d'être très sûr de nous sur les livrables possibles. Je vous Merci. remercie, ça me permet de rebondir avant de effectivement, je suis tout à fait, alignée avec ce que vous dites. Moi, je vois aussi, hein, je travaillais, j'étais responsable d'un centre de formation, dans l'industrie chimique, à Montaix, hein, donc voilà, donc on travaillait par compétences avec l'industrie. Il y a aussi, moi, je pense un défi, c'est aussi de changer la culture des ressources humaines, hein. Parce que de ce côté-là, nous, les formateurs, enfin, je suis plus formatrice, mais voilà, on arrive avec notre expérience, notre expertise, et de l'autre côté, ben, ce que Sandra disait aussi, c'est vrai que, comme vous le dites, Monsieur Fabre, il y a des attentes qui sont parfois difficiles à comprendre, parce qu'il n'y a pas cette culture aussi de la compétence dans les entreprises.
Et je pense que c'est là qu'on a un grand défi en termes d'accompagnement du monde économique. Merci. Je passe la parole à Jean-Pierre Besse. Oui, merci beaucoup. Merci pour tous ces partages et puis l'expertise de Sandra et de Patrick. Moi, je voulais aussi aborder un sujet. On entend effectivement deux acteurs clés qui sont donc les participantes et participants et le formateur, la formatrice. J'aimerais aussi peut-être repréciser un élément quand on est dans la compétence, dans ce savoir-faire ou même ce savoir-refaire, le temps à disposition. Ça a été dit par Patrick par rapport aux différents niveaux d'exigence, par rapport à cette sensibilisation, formation ou le développement et le temps. Donc, faire, c'est une chose, faire, refaire et avoir cette pleine présence d'observation pour pouvoir donner un feedback. Et là, peut-être, ça interpelle aussi la compétence du formateur et de la formatrice de donner des retours, oser être bienveillant avec les gens pour ce qu'ils sont, mais exigeant pour ce qu'ils font. Et là, on le sait aussi qu'on a l'évaluation de satisfaction. Donc, si on est orienté compétences, on va peut-être pousser les gens à se développer et peut-être que la satisfaction sera un tout petit peu vécue différemment. C'est un volet que j'ouvre. Mais je voulais aussi peut-être amener un point qui a peu été évoqué, mais c'est aussi finalement la configuration des lieux de formation. J'entends par là les lieux, les espaces ou le matériel. Quand on souhaite développer la compétence, il faut peut-être aussi avoir un espace dans lequel on peut faire vivre la compétence. Et il n'est pas rare de constater des salles qui ne sont pas adaptées, des tables qu'on ne peut pas bouger, des environnements qui sont figés. Et donc, on doit aussi composer avec. Donc, j'entends cette orientation posture où on amène le formateur, la formatrice à s'interroger sur son rôle, sa manière d'agir. Mais j'aimerais aussi relever, ça c'est un petit appel au centre de formation, que les lieux qui sont finalement mobiles ou qu'on peut même un peu déstructurer sont aussi peut-être sujets à faciliter le passage à la compétence, à la mise en action, et puis pas être bloqué dans des salles petites avec un mobilier fixe. Voilà mes commentaires. Je ne sais pas si ça amène une réponse de la part de Sandra ou de Patrick, mais voilà, je pense qu'aussi la compétence du feedback est quelque chose d'essentiel qui doit être une compétence aussi pour nous, formateurs et formatrices. Merci de m'avoir écouté. Jean-Pierre, dans ce que tu dis, Oui. je souligne ton idée essentielle. Je pense qu'on doit sortir de l'évaluation satisfaction. Pour moi, c'est clair que cette évaluation satisfaction, elle est très artificielle et qu'on doit sortir absolument de ces évaluations-là. Et je partage complètement ton point de vue sur les espaces. Merci de le souligner parce qu'effectivement, quand on veut faire de l'entraînement, ça suppose très souvent des petits groupes qui s'entraînent, des triades, donc il faut de l'espace. Et un des gros enjeux, c'est comment, et tu connais bien ça parce que tu le pratiques dans tes formations, comment est-ce que le formateur arrive à se démultiplier pour aller voir ce qui se passe dans chaque groupe d'entraînement, parce que très souvent, si on demande à des participants de se donner du feedback, ils tombent dans un feedback très bienveillant, comme tu l'évoques, mais qui n'est pas d'un feedback forcément d'apprentissage. Et donc, c'est un gros enjeu, je crois, d'amener les participants aussi à se dire je peux donner un feedback déstabilisant parce que ça va aider l'autre pour la progression de ses apprentissages. Donc, j'abonde dans tes deux points. Alors, pour ma part, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu les locaux du CIP, ben, on a de la chance d'avoir des locaux qui nous permettent de pouvoir s'éclater, si je peux, parce qu'on a vraiment l'espace à disposition. Alors, c'est un luxe, conjoint Jean-Pierre, qu'on n'a pas tout partout. Quant aux évaluations de satisfaction, je pense que pour ceux qui me connaissent, moi, j'en fais fi. Je les ai il y a longtemps oubliés. Et je n'ai pas peur parfois de me dire, ben non, je vais provoquer et je provoque. Je pense qu'au contraire, enfin, je le constate au fil des années, que plus je me dis, ben non, je pose un cadre et je suis franche en annonçant aussi aux participants que je ne vais pas forcément toujours aller dans la douceur et la rondeur peut-être attendue, qu'en fin de compte, eh bien, en mettant le cadre dès le départ, j'ai rarement des évaluations. Alors, on aime bien me chicaner un petit peu en me disant nous avons appris à te découvrir au fil du temps et ma petite langue est parfois un peu scorpion, mais pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas être surpris, je vois quelques sourires. Et je pense qu'il faut en faire fi
parce que quand on échange en finalité avec le participant, je pense qu'ils sont très justes et qu'ils arrivent à analyser qu'à un moment donné, ben, on ne peut pas tout autoriser et que c'est pour leur bien. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Moi, voilà, elles existent, on en a besoin, je pense, dans les centres de formation, hein, pour obtenir des subventions, pour évaluer la structure des lieux. Par contre, il ne faut pas avoir peur, je pense, de provoquer aussi parfois les participants. C'est aussi peut-être notre rôle, ça les pousse peut-être à de la réflexion un peu plus poussée que si on leur dit toujours tout est rose pour faire bien. En finalité, je pense que le 100% n'est jamais atteint. Donc, voilà. Mais ça, c'est ma prise de position en tant que formatrice, là, hein. Je peux témoigner, elle est comme ça avec tout le monde, hein, même quand c'est son chef qui va se former, voilà. Non, non, c'est très bien. J'aurais une petite question. Il y a plus de questions en attente pour l'instant. Si, il y a une question qui arrive. Jamil. Merci. Merci beaucoup pour... merci et en même temps pas merci pour les 57 questions que la richesse de votre intervention a soulevé chez moi. J'aimerais bien votre avis sur l'aspect non linéaire, un chemin de développement de compétences et d'expertise. Il est fondamentalement non linéaire. Je suis complètement alignée avec ce que vous avez apporté et avec les complexités que ça amène. Le changement de posture, si on n'est plus donc ça fait un moment qu'on ne veut plus être dépositaire du savoir, mais comment on accompagne? Moi, j'essaie toujours de dire, je veux pas former, je veux accompagner la personne à être capable de développer sa propre compétence, à être capable d'avoir la réflexion pour savoir qu'elle a développé cette compétence. Et voilà, je ne veux pas avoir un débat sémantique, mais l'expertise, elle va être forcément contextuelle. La personne va développer des compétences traduites sous forme de savoir-faire et de savoir qui sont peut-être communs jusqu'à un certain point et ensuite personnels. Et du coup, moi, c'est mon problème. Je rêve de faire ce qu'on dit aujourd'hui. Mais la non-linéarité est justement ce travail dans la durée qui sera forcément en dehors de mon contrôle et qui ne devrait pas être sous mon contrôle de formatrice, hein, si je parle de formatrice, qui devrait être sous mon contrôle d'apprenante. Comment on accompagne chaque apprenante et apprenant à s'entourer et d'avoir un espace, justement, plusieurs espaces informels, formels, voilà, au niveau de l'organisation, peut-être en dehors, digital et pas digital, pour être en capacité de développer la compétence dont j'ai besoin au moment où je l'ai besoin et de la faire évoluer. C'est complexe, mais j'aimerais bien votre avis là-dessus. Si j'avais la réponse toute faite, Jamilé, je te l'aurais donnée depuis un moment, mais j'aime beaucoup ton image hein, sur la non-linéarité. Moi, je parle souvent de la dilution aujourd'hui des lieux d'apprentissage, qui rejoint tout à fait ta préoccupation. C'est ce que j'évoquais un petit peu aussi sur l'approche par apprenance, en disant il faut sortir d'une vision assez restreinte de la formation sur des lieux d'apprentissage et puis ouvrir ça. J'aurais deux réponses, en tout cas à donner ce qui est en tout cas mis au CEP depuis un moment. Le CEP, depuis de nombreuses années, a mis l'accent sur la mise à disposition de ressources. On est en train aujourd'hui de refaire complètement notre site internet et notre intention, c'est de dire on doit non seulement inviter les gens à venir se former chez nous, mais on va leur mettre à disposition des ressources d'auto-formation. Parce que pour moi, il n'y a pas de contradiction entre l'auto-formation et la formation. L'auto-formation est souvent un déclencheur de formation derrière. Donc, il ne faut pas que le formateur voie l'auto-formation comme j'aurai pas de travail derrière. Au contraire, si on donne des outils d'auto-formation aux personnes, eh bien, c'est ces personnes-là qu'on retrouvera derrière en formation parce qu'ils voudront aller plus loin dans le développement des savoir-faire. Donc, on travaille de notre côté sur cette idée de ressources à disposition. Ça avait été fait déjà dans la stratégie 17-22 et dans la stratégie 23-28, on veut aller plus loin. Il y aura sur notre nouveau site internet l'orientation clairement compétences et des ressources d'auto-formation. Et puis, je crois que ça rejoint aussi ce que tu évoquais, c'est-à-dire que pour moi, il y a un travail aussi à faire. Madame Barré parlait avant de l'évolution des rôles RH. Et pour moi, l'intention qu'a le CEP aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner des communautés d'apprenance. Ça veut dire mettre aussi à disposition des partenaires, je pense aux RH, je pense aux managers qui demain seront des formateurs de terrain ou des accompagnateurs, comme tu le dis, terrain, des outils que eux vont pouvoir utiliser pour accompagner l'entraînement des savoir-faire. Le rôle des RH et des managers sur le terrain n'est pas uniquement d'évaluer
le développement des savoir-faire, mais il sera aussi d'être des formateurs informels. Donc, tout ça rejoint ce concept d'apprenance que malheureusement, on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais qui, je pense, est un enjeu clé de la formation de demain. Alors, pour rejoindre un petit peu, hein, pour ne pas, je compare maintenant avec une formation qu'on donne à plusieurs, enfin, passablement de collaborateurs au niveau roman et alémanique, et puis on n'avait qu'une journée de formation donnée. C'est une journée par année, pas plus. Donc, qui est répartie sur plusieurs groupes, et on a vu que la difficulté que nous avions, c'est que les gens étaient frustrés en fin de journée parce qu'ils disaient, mais on aurait voulu échanger plus entre nous, etc. Et pour accompagner cela, mais avec la problématique que relève tout le monde, c'est un petit peu les RH, c'est qu'on a prévu et on met en place des cafés, hein, des cafés de réunion entre toutes ces entreprises qui ont les mêmes tâches. Et très souvent, ceux qui bloquent, ça sera le RH qui aura cette difficulté de pouvoir dire, mais là, je libère le collaborateur pour avoir un petit moment d'échange qui ne dure pas longtemps, hein. C'est une heure qui est prévue à différents moments de la journée pour que les gens puissent se connecter comme ils le souhaitent. Eh bien, on rencontre de nouveau la problématique plus de nous avons envie, l'entreprise demandant a aussi envie, et la difficulté vient dans l'organisation du travail qui empêche à quelque part ce développement et ces moments de partage, hein, qui sont pour moi essentiels, hein. J'ai découvert une compétence, je veux aller plus loin, je vais tester sur le terrain, et ensuite de ça vient la mise en œuvre. Et c'est toute la difficulté aussi peut-être des formations courte durée, hein, où on perd si nous n'avons personne sur le terrain qui peut le faire, hein. Est-ce qu'ils ont répondu à la question? Oui, merci beaucoup. On n'aura pas cette ambition-là, hein, quand même. Oui, mais il y a déjà des idées et puis ça soulève la complexité de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient brûlantes chez vous? Pour l'instant, j'en vois pas. Alors moi, j'en pose une en fait ou deux. En fait, on parle dans l'industrie, il y a beaucoup de métiers qui ont été faits avec le modèle Corée, donc qui s'appelle compétences ressources. Est-ce que ça a tendance à fausser l'idée un peu des personnes quand ils viennent parler de cours, ou bien est-ce qu'on est vraiment dans la même définition? Comment vous voyez ça? Alors, si nous lisons le document que nous avons peut-être tous reçu un jour, que je vais vite aller chercher, qui s'appelle un document qui a été édité par le CEPRI, là tu poses une colle, hein, Didier, en lien avec le Corée et justement cette approche par compétence. On le voit même dans la mise en pratique, si on lit le document, que chaque ORTRA ont choisi pour parler compétences d'autres choisissent d'autres ressources. Par exemple, il y a certaines entreprises qui vont partir sur le BOTER, d'autres vont totalement ailleurs, hein. Et donc là, on voit que même au niveau national, si on prend vraiment les ORTRA et le Corée, eh bien, on a des regards totalement différents sur comment est-ce qu'on va rédiger les compétences, qu'est-ce qu'on voit derrière les compétences, parce que, en fin de compte, ce que nous utilisons comme base, eh bien, varie selon. Et puis là, je crois que dans le document, il montrait 6 exemples, et les 6 exemples utilisaient d'autres sources et d'autres sources pour se baser sur la création de leurs compétences. Le seul endroit où tout le monde était d'accord, c'est qu'une compétence devait réunir l'aptitude, l'attitude, le savoir. Donc ça, tout le monde est à peu près d'accord. C'est au moins quelque chose de juste. Mais par contre, dans l'écriture et l'approche, c'était totalement différent. Je crois que ça s'appelle la vue d'ensemble des compétences, je ne sais plus le terme, mais voilà, il y a un document qui est paru il n'y a pas très longtemps sur cela. Et donc, je pense que la difficulté peut être aussi pour ceux qui travaillent dans le domaine professionnel et qui ont plusieurs secteurs sous leur ordre, même en tant que on veut travailler par compétences, eh bien, c'est que si l'approche n'est pas la même, ça devient compliqué pour le secteur de la formation. Quelle est la bonne approche? Je ne sais pas, Patrick, si quelqu'un d'autre. Oui, je compléterai peut-être juste en disant que pour moi, le modèle Corée, il est très intéressant, comme n'importe quel autre modèle. Ce qui me
m'interpelle toujours, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire que j'ai vu à travers des modèles corés des personnes qui disaient moi je peux développer 3 compétences en 2 jours. Je dis, ben, si vous arrivez déjà à entraîner 2 savoir-faire en 2 jours, c'est déjà formidable. Alors comment vous pouvez développer 3 compétences en 2 jours? Donc c'est des outils qui sont vraiment intéressants, mais qui doivent être bien calibrés après à ce qui est attendu. Et à nouveau, je pense que prenons ce qui est intéressant et après regardons comment on l'incorpore concrètement dans une pédagogie orientée compétences. Mais en tout cas, c'est des paradigmes qui s'inscrivent tout à fait dans le développement d'une pédagogie professionnelle, ça, évidemment. Si je pose la question, c'est parce qu'on est souvent confronté à des demandes qui viennent justement d'un secteur ou l'autre. Il y a des notions différentes. Et puis, pour faire comprendre, bon, enfin, on doit trouver un langage commun. Et puis, ce n'est pas forcément toujours évident. Absolument. Alors ça rejoint complètement mon propos liminaire, où je pense qu'effectivement, souvent, nous n'avons pas les mêmes intentions et encore moins les mêmes mots. Et effectivement, ce travail de vocabulaire, il est essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Vous êtes 30, vous devriez quand même en avoir encore une ou deux, ou bien non? Pour l'instant, je ne vois pas. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter juste quelque chose, une impression? Ou tout le monde a faim peut-être? Ça, c'est l'autre possibilité. Si ce n'est pas le cas, je te repasse la parole, Alexandre. Alors, ah non, il y a des questions qui sont venues. Voilà, ça vient. Alors voilà, in extremis peut-être. Cornelis Nit. Oui, merci pour ce webinaire vraiment passionnant. C'est une petite question un petit peu provocatrice parce qu'il me semble que le sujet est venu une ou deux fois et je ne vois pas encore la réponse. C'est la fin des catalogues ou on va faire les catalogues autrement? Who's first? Alors, moi, je pose vraiment et je pousse. J'ai la direction qui est là, donc je vais faire attention à ce que je dis. Non, je pousse à faire des catalogues différemment parce que je pense que en Suisse, il ne faut pas oublier que la formation est sous la responsabilité de l'individu, que l'individu est perdu face à nos catalogues qui reprennent 36 savoirs sans développement. On liste des contenus à la chaîne que le formateur va tenter de nous faire engloutir en l'espace de quelques heures. Hein. Quand je dis quelques heures, c'est qu'on a souvent des journées qui durent 6 ou 7 heures. Et là, je me fais la provocatrice pour tous ceux qui ont des centres de formation. Et je pense qu'on doit réfléchir différemment que catalogue. Avec des contenus qui sont là. Je pense qu'on doit construire des catalogues qui sont en lien avec un parcours qui me permet d'aller dans des micro-certifications, dans des micro-compétences, dans des micro-formations, qui me permettent de valider de manière tranquille certaines choses. Et je pense qu'on doit gentiment vraiment quitter ce format catalogue où on liste 15, 20 contenus différents avec une dizaine d'objectifs soi-disant que je vais atteindre au fond de la journée, avec des participants qui se retrouvent avec des PowerPoint qui font 60, 70 slides et des pages de contenu. Là, je vois quelques sourires, là, je suis vraiment provocatrice. Et je pense qu'on doit quitter cela. C'est plus le monde actuel. Je pense qu'on vit aussi dans un monde qui est pressé, dans un monde où l'entreprise a besoin de compétences aujourd'hui et non pas dans 3 semaines. Et cela signifie aussi pour nous, en tant que centre de formation, d'être flexible et d'être agile. Et cette agilité, plus il y a de catalogues de formation compliqués, et moins nous serons agiles. Là, je me fais la provocatrice, mais tant pis. Didier, tu as fermé tes oreilles, tu n'as rien entendu. Mais si, on est tout à fait d'accord. Non, je pense vraiment, nous on en discute souvent, mais je pense qu'il faut vraiment, alors je ne veux pas dire que c'est la mort du catalogue tel qu'on le connaît, parce que ça permet aux gens de pouvoir choisir les formations, de pouvoir cibler les compétences, mais on doit les créer différemment. Patrick? Oui, alors je partage en partie la nécessité. Pour moi, déjà le mot catalogue ne va pas. C'est-à-dire que je dis toujours, le catalogue, c'est le catalogue Ikea dans lequel les individus vont, piochent des trucs à gauche, à droite, puis à la fin, vous avez un meuble. Pas toujours, il manque des listes, il manque d'autres choses, mais cette idée-là qu'on vient piocher comme on veut selon ses envies me fait dire que la notion même de catalogue
n'est pas bonne, elle correspond à une vision de la formation qui date des années 70-80, qui était la vision sociale de la formation. Toutefois, je pense que le catalogue a un sens et qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire que si, j'ai bien, je pense, compris ça chez Sandra, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de laisser tomber le catalogue, mais de le réorienter. Ça veut dire que le catalogue doit devenir des espaces d'entraînement, tels que je les ai conçus, des espaces sécurisés dans lesquels les gens puissent venir expérimenter, tester, s'entraîner, et ils pourront acquérir des savoirs de façon différente. Mais pour moi, le catalogue a ce sens-là, c'est qu'il va permettre des sas d'expérimentation et d'entraînement. Et si on arrive à faire un catalogue orienté de cette façon-là, je pense qu'il a à ce moment-là toute sa place dans une offre de formation d'un centre de formation. Merci. Alors, d'abord Emmanuel Franière et après Anne-Sophie Brulart. Alors, Oui, Emmanuel. merci. D'abord, j'aimerais remercier Sandra et Patrick. J'ai trouvé que c'était un excellent webinaire qui a vraiment provoqué le questionnement. J'aimerais rebondir sur le mode opératoire qu'a indiqué Patrick en parlant des 60% d'entraînement, 30% de feedback et 10% de savoir, de connaissances. Moi, ça me rappelle un peu ce que je faisais il y a plus de 50 ans avec on appelait ça pas des formateurs, mais mon moniteur de natation. Où finalement c'était à peu près ça, et je crois vraiment avec l'IA aujourd'hui on est obligé d'aller sur ce schéma-là, mais je dirais aussi que cette partie feedback devient prépondérante, en tout cas de l'homme, qui va faire un diagnostic et qui va proposer peut-être une correction ou un exercice supplémentaire. On le voit aussi, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, ça prend de plus en plus de temps. Émotionnellement, c'est très prenant aussi, parce qu'on devient très intrusif, on devient un peu des guides de montagne, on se met aussi en jeu en même temps. Et ma question, mais à partager, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue pour ça, c'est on est dans une logique de partage en cours, ok, des petits cours, mais est-ce que ce feedback, quelque part, on ne devrait pas... bon, déjà, il va être amené à être plus du tout standardisé, mais fait au fil de l'eau, adapté, mais est-ce que aussi on devrait garder une certaine intimité par rapport à ce feedback dans nos classes? Voilà, une question que je pose qui, moi, me trotte souvent dans la tête. Parce qu'on a un peu dans nos formations, même si on ne fait pas tous du service public, c'est ce sacro-sainte règle d'équité de traitement. Voilà, qui répond? Alors, déjà, merci Emmanuel. Je pense que personnellement, en tant que philosophe et éthicien, je suis très sensible à cette dimension-là dans ce qui touche à la réflexivité. Pour moi, la réflexivité est toujours une forme de dévoilement. Et donc, la question que vous posez, c'est jusqu'où on peut aller dans ce dévoilement. Et je pense qu'effectivement, cette réflexion du cadre éthique qu'on met autour de la réflexivité est essentielle à mes yeux. Il y a des temps de coaching réflexif qu'on peut faire. Il y a, puis je vois Jamilé, donc forcément, je pense à ça. Il y a aujourd'hui, l'IA peut être aussi une aide sur du coaching. On peut avoir du coaching réflexif avec les individus à distance, par écrit. Et puis, vous avez le coaching qui va être collectif. C'est pour ça que je parlais d'autoréflexivité, d'hétéroréflexivité. Jamilé, je ne sais pas où mettre encore. On en a discuté ensemble, l'accompagnement par l'IA. Mais je crois en tout cas que vous avez totalement raison de souligner l'importance du cadre éthique. Quand on travaille la réflexivité, on travaille beaucoup l'écriture réflexive et on sait combien le rapport à l'écrit peut être compliqué pour un individu et de dévoiler des écrits à un groupe peut être très complexe pour quelqu'un, par exemple, qui a un parcours scolaire compliqué. Et on se rend compte qu'avec des groupes de professionnels, le rapport à l'écrit est parfois complexe. Donc, je partage complètement votre souci. Si je peux, par rapport à ce que nous, on a mis en place, alors il y a le retour réflexif qui est fait en groupe. Par contre, on a mis en place des entretiens individuels. Ce qui veut dire que chaque participant a, alors on ne parle pas de quotas, voilà, il y a un cadre qui est mis en place et pour chacun, nous avons une personne qui suit
les personnes en formation et nous offrons la possibilité de l'entretien individuel, qui est, je pense, hein, aussi ce cadre qui fait que je ne veux pas tout dévoiler face au groupe, que j'ai besoin aussi d'un cadre. Et puis, ben voilà, cette personne est garante, hein, celle qui se fait l'entretien, en tout cas le collaborateur qui le fait, est vraiment garant de ce cadre-là pour le feedback et l'accompagnement. Donc, je pense que c'est vrai que ça change aussi notre manière peut-être de voir les choses. Tout ne se passe plus forcément dans la salle de classe, dans les échanges et dans l'évaluation et dans l'autoréflexion qu'on peut avoir, mais elle se fait en moment individuel avec le formateur. Alors, c'est vrai qu'il faut pouvoir le faire aussi, hein. C'est complexe à mettre en place, ça demande des outils et du temps, mais voilà, on a mis ça et on voit que ça porte ses fruits. Les retours sont totalement différents. Merci. Merci beaucoup à vous deux hein, pour ces très bonnes réponses. Il y a une dernière question, Anne-Sophie Willart. Là, on n'entend pas? J'ai appuyé sur le mauvais bouton, pardon. C'est des questions alors qui redescendent sur la terre, qui sont très concrètes par souci de compréhension. Je suis presque un peu gênée de presque finir le webinaire avec ça. J'espère qu'il y en aura d'autres après. Je me demandais la distinction en fait entre il y a les formations courtes et les micro-certifications. Une micro-certification, ça implique quelque chose quand même qui est long. Enfin, j'arrive pas à me le mettre dans le long, ou bien ça implique ce que M. Favre évoquait avec des formations qui sont très espacées dans le temps, qui sont peut-être de 2 jours, mais qui sont de l'ordre de la micro-certification. Est-ce que c'est bien ça? Sandra, tu Oui, peut-être... alors je vais prendre le lien. Alors, quand on parle de formation, très souvent maintenant, on voit que les entreprises demandent de plus en plus des micro-formations, quelque chose de petit, plus, alors je rejoins Patrick dans le temps, hein, c'est de donner du temps. Et ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est la mise en place de dire, OK, nous avons suivi une formation avec certaines compétences et derrière, nous souhaitons la valider pour pouvoir prouver à l'employeur et à l'entreprise que la personne a acquis les compétences. Et de plus en plus, on va parler de ces micro-certifications qui sont en lien avec les formations courtes que je peux faire valider, mais qui seront, c'est pas une formation qui est sur un jour et puis ensuite de ça, il y a un quiz qui tombe pour voir ce que j'ai retenu. Non, pas du tout. C'est de dire, j'ai suivi une journée, 2 jours de formation, j'ai travaillé sur certaines compétences et j'ai un travail qui est à rendre pour voir, en fin de compte, est-ce que j'ai pu intégrer ce qui a été vu dans la formation sur mon terrain. Ça peut être une posture réflexive, un travail demandé. Et là, on va parler ensuite de micro-certification. C'est que la personne pourra être certifiée en lien avec voilà, une attestation qui dit qu'elle n'a pas juste suivi la formation, mais qu'il y a eu toute cette partie qu'on a échangée passablement, puis Patrick a aussi essayé de mettre en valeur, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que j'ai mis sur ma place de travail en place. Et là, on va vraiment parler ensuite de micro-certification. Donc, c'est une forme, en fait, c'est une forme de délivrable réalisé par la personne en formation sur son lieu de travail. Voilà, exactement. Bien sûr, dans le contexte qu'elle a choisi. Voilà, exactement. Okay, merci pour cet éclairage. C'est une évolution des centres de formation à mes yeux qui, de plus en plus, iront dans un rôle d'évaluateur de transfert. Ça veut dire que le centre de formation sera dépositaire d'une certaine expertise de savoir-faire et que on délivrera des certifications, des micro-certifications qui permettra d'attester qu'il y a un vrai transfert dans la pratique. Donc c'est pour ça que je pense, pour ma part, qu'il y a un vrai changement aujourd'hui dans les rôles. Le rôle d'un centre de formation aujourd'hui n'est plus de former au sens étroit du terme, il est d'entraîner, il est d'accompagner au niveau réflexif et je pense que demain, il sera aussi de faire ces évaluations sur la place de travail sur le terrain ou d'accompagner ces évaluations sur la place de travail. Merci. Je pense que ce n'est pas Caroline Meyer qui va dire l'inverse, parce que la FSEA est déjà impliquée depuis un long moment dans cette réflexion de micro-certification, et puis de passer du non formel au formel, en fait. Un peu, ça serait la possibilité idéale, finalement, après.
Voilà, je crois que je vais te repasser la parole, Alexandre, pour clore ce webinaire. Oui, oui, oui. Merci beaucoup Didier. Puis ça me permet de rebondir en effet en disant justement lors du prochain forum vraiment de la FSEA qui sera donc le 6 novembre à Lausanne, à l'hôtel Aquatis, il sera entre autres question justement de ces micro-certifications. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits et que cette thématique intéresse, voilà, je vous invite à vous inscrire et à venir. Je me joins aussi aux remerciements qui ont été faits pour Sandra et Patrick pour cette excellente présentation, mais aussi un peu conception où vous avez réussi il me semble, intégrer une partie de ce que vous préconisiez directement dans, dans votre intervention. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Ça a très bien fonctionné. Merci à Didier également d'avoir modéré cette partie-là et à toutes les personnes qui ont participé. Aujourd'hui, c'est vraiment un record de participation. J'espère qu'on va rester sur cette lancée. La suite, eh bien, l'enregistrement de ce webinaire sera mis donc, sur le canal YouTube de la FSEA durant les prochaines semaines. Je vous enverrai un petit message pour vous dire que c'est disponible. Ce qui fait que voilà, si vous avez envie de retourner dessus, réécouter, vous le pouvez, ou bien en parler autour de vous pour des personnes de votre entourage professionnel qui n'ont pas pu être là, mais que ça intéresserait, voilà, vous pouvez leur donner le lien. Et puis, eh bien, avec le comité RQFA, on va maintenant se pencher sur la suite. Et on se réjouit déjà de vous proposer notre prochain webinaire ou bien notre prochain format en lien avec la qualité dans la formation pour 2026. Mais voilà, pour 2025, c'est terminé. Merci encore à tout le monde et je vous souhaite une très, très bonne fin d'après-midi. Bonne journée.